Aucune convention ne peut autoriser d'abattre, disons, des gens. Non, non. Toutes les conventions demandent effectivement de respecter la procédure, de dire que effectivement toute sanction passe par le droit. Sans le droit, ben, effectivement, c'est le... Mais il y a autre chose que je veux dire sur l'illégalité. Christian, le principe au niveau de l'État, quand on parle d'égalité, c'est également la division des tâches. Et on ne peut pas trouver la gendarmerie, parce que dans le texte, il est dit cela, c'est-à-dire donc les services habituels, c'est-à-dire donc la gendarmerie, la police, l'armée et donc la fameuse DGSP, c'est-à-dire la Direction générale de la sécurité présidentielle, dans le même canal, c'est-à-dire dans le même domaine, disons, de compétences. C'est pas possible. Je voulais juste comprendre tout à l'heure, vous avez dit il ne pouvait pas lancer une telle opération par rapport au décret évidemment du 18 septembre 2025. Je veux comprendre à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors que évidemment l'opération, bon c'est vrai, a succédé, mais c'est bien le décret qui a précédé. C'est le 18 septembre 2025 que l'opération a été lancée, je crois, début octobre. Et pourquoi vous pensez Mais qu'on ne pouvait pas lancer cette opération par rapport à ce décret, bien sûr? ça veut dire que il s'est dit, je vais lancer cette opération, et à ce moment-là, il s'est dit, ben voilà, il faut rapidement prendre un texte. On ne peut pas prendre le texte disant qui donne cette compétence, et on en discutera parce que déjà l'attribution de la compétence pose problème, le 18 septembre et puis le fin septembre lancer l'opération. Ça veut dire que le décret n'a été pris que par rapport, disons, à ce qu'il voulait faire. C'est ce que je veux dire. Évidemment, mais Le dans ce décret décret, n'a été... nulle part où il a été écrit qu'il faut exécuter les gens, on n'a pas vu ça. C'est ça aussi le Vous problème. savez, Christian, quand on parle à l'égalité, ben, j'entends des gens s'embrouiller. La légalité, c'est pas seulement la sortie d'un texte, mais c'est également le contenu, c'est-à-dire l'objet. C'est l'objet. C'est-à-dire, quand on parle d'égalité, il y a le côté organique, c'est-à-dire qui prend le texte. Il y a le côté qu'on appelle matériel, c'est-à-dire l'objet du texte. Il y a le côté, disons, formel, c'est-à-dire donc la procédure. Donc, quand on regarde, c'est-à-dire, ici, les gens à Sassou lui-même se disent, bon voilà, j'ai pris le texte à suivre, mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de prendre le texte, il faut voir l'objet. Et quand vous regardez l'objet, vous venez de le dire, Christian, il n'existera jamais un texte qui légitime effectivement le crime d'État. Ça n'existe pas. Déjà à ces temps-là. Si on le prend, ben, disons, M. Sassou Nguesso et ceux qui sont autour de lui sont en contradiction avec toutes les conventions qu'ils ont citées, qu'ils ont signées, pardon. Ils sont en contradiction. Aucun texte, y compris celui-là, ne peut autoriser, disons, le gangstérisme d'État, parce que c'est bien le gangstérisme d'État. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre le droit de savoir. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau professeur Félix Bakunda Pelé. Bonjour professeur. Bonjour Christian Perrin, heureux de vous retrouver. Un plaisir partagé. En tout cas, merci d'être avec nous sur R7 pour commenter l'actualité congolaise. Diplômé des Sciences Po, enseignant-chercheur, juriste, politologue, consultant, constitutionnaliste. 27 ans après, Denis Sassou Nguesso, comme tout bon terroriste, a revendiqué et assumé pleinement en public ces crimes contre l'humanité dans le pool. C'est lui qui avait donné l'ordre à la DGSP de mener des opérations dans le pool où tout le monde sait et convient de dire que c'était un génocide. Opération avec succès, a-t-il affirmé, alors qu'il tentait évidemment de justifier l'opération de lutte contre le banditisme menée par cette unité, la DGSP, bien sûr, la Direction générale de la sécurité présidentielle au Congo. Dans les faits, la Direction générale de la sécurité présidentielle sous Serge Oba est en train de procéder aux exécutions sommaires, massive, systématique et extrajudiciaire. Plus d'une centaine de jeunes délinquants présumés ont été déjà fusillés à bout portant devant parents et enfants, des corps abandonnés dans la rue. Voilà qui sera donc au centre de cette émission. Mais avant,
Commençons par le petit tour d'horizon sur les élections présidentielles en Afrique, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Quelles leçons peut-on tirer de ces élections, sinon de la démocratie en Afrique noire francophone? Merci pour la question, Christian Perrin. C'est une question très importante, puisque en y répondant, en faisant rapidement, disons, l'analyse, ça nous permet de voir exactement ce qui va se passer au Congo-Brazzaville, pour ne pas dire ce qui s'est déjà passé, puisque nous sommes là dans les trois cas, c'est-à-dire donc la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, dans la même situation, à des différences de degrés. Parce que dans le Mhm. genre, nous sommes champions. Nous n'avons pas d'égal. Cher Christian, très rapidement, je dis ceci. J'ai, il y a un petit mois, fait l'analyse, une note de lecture sur l'ouvrage sorti par le journaliste M. Ousmane Diaye, La France contre la démocratie. J'ai essayé effectivement de montrer les malentendus qui existent souvent, y compris au niveau de l'élite, de bonne foi, je dis bien de bonne foi. Parce que quand certains disent que c'est pas cette démocratie pour l'Afrique, pour nous, il faut une démocratie à l'africaine, bon, quand je regarde, quand je t'entends parler, je dis qu'ils sont de bonne foi. Ils sont de bonne foi tout simplement parce qu'ils ignorent exactement ce que c'est. Donc, très rapidement, je dis d'abord, pour ne pas aller dans l'analyse des concepts qui n'a pas de sens pour nous, en l'occurrence, et surtout pour la plupart de nos compatriotes. La démocratie, c'est un principe. C'est la même partout. Son organisation, c'en est une autre. Je pense vous l'avoir déjà dit quand on avait abordé la question sur les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Très rapidement, je dis, quand vous regardez la démocratie américaine, française, britannique, etc., c'est pas la même chose. Mais c'est uniquement un principe. Et ce principe réside en gros sur 5 phénomènes. La démocratie représentative, le vote. Pourquoi le vote? Parce qu'il y a des partis. Et il faut les départager. On ne voit pas comment rationnellement on peut en quelque sorte, disons, les séparer, les distinguer autrement que par le vote. Ensuite, donc, vous voyez là, démocratie représentative, parti politique, vote pour les départager, et ensuite la séparation des pouvoirs. Pour l'efficacité de l'État, je dis bien séparation de pouvoir, vous verrez pourquoi cette notion a une importance par rapport au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et ensuite, disons, le corollaire de la séparation de pouvoir qui est l'état de droit, c'est-à-dire donc les droits et libertés. Les dirigeants africains, même une certaine partie de notre élite, l'élite africaine, a pris l'habitude de dire que, ben oui, c'est pas pour nous, voilà, la limitation des mandats, tout ça, ça ne veut rien dire ailleurs. Non, Christian, je Oui, mais dis parce que pendant ici, que vous le dites, parce que, pardon, au professeur Félix Bakunda Pelé, je crois qu'il y a un éminent politique français qui avait dit l'Afrique n'est pas encore mûre pour la démocratie, vous vous souvenez? bien sûr que je m'en rappelle, mais que cet éminent homme politique aujourd'hui disparaît, il dit c'est dans l'intérêt de la France, c'est dans son intérêt personnel. Je pense vous avoir dit une fois que au début des années 60, quand les Africains, les pays africains optent pour le monopartisme, ça n'a pas, parce que la France avait encore une très grande emprise sur les pays africains. C'est-à-dire que ben, elle pouvait dicter ce qu'elle voulait. Mais si elle a laissé faire, c'est parce qu'elle trouvait que son intérêt était dans le parti unique. Parce que le parti unique par rapport à la France, c'est-à-dire la France des dirigeants africains, c'était le guichet unique. C'était le guichet unique. Ça leur permettait directement, donc, disons, de traiter les affaires avec le chef de l'État et puis le Parlement, les partis politiques, ça n'a aucun sens, ça fait perdre du temps. Voilà. Donc, c'était dans l'intérêt de la France et dans son intérêt personnel. Je ne veux pas revenir sur la question des mallettes puisque ça a été effectivement le champion des mallettes. Donc, Christian, le principe de la limitation des mandats. Le principe de la limitation des mandats, parce que c'est cette question qui se pose sur les différents cas que nous avons cités. C'est un principe de droit constitutionnel endogène à l'Afrique. Ce n'est pas inspiré par l'ailleurs, c'est-à-dire habituellement la Constitution française. Je rappelle, cher Christian, que dans les années 90, quand on arrive au printemps africain, c'est-à-dire donc après le sommet Laval, après donc la chute de Mur, donc quand on arrive effectivement au fameux printemps de l'Afrique,
Dans la Constitution française, il n'y a pas la limitation des mandats. La limitation des mandats est inspirée pour les pays africains sur le fait que la plupart des présidents étaient des présidents à vie. Un président ne partait que soit parce qu'il mourait, soit parce qu'il avait été renversé. Donc, à ce moment-là, quand effectivement la société civile monte au créneau, c'est pour dire trouver un moyen, effectivement, disons un moyen qui permet de faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de présidents à vie qui tiennent le pouvoir et qui ne lâchent plus aux autres. Donc, on ne peut pas dire que c'est la démocratie occidentale qui a imposé cela. C'est un principe foncièrement africain. Bien sûr, quand ils se sont accordés cela, quand ils se sont dit qu'il faut trouver un moyen de faire de telle sorte que, même si un président est réélu, disons, est réélu, mais à la fin, au bout d'un mandat, qu'il s'en aille, ils ont réfléchi, ils ont trouvé cela dans l'histoire des autres. La France n'a procédé à la limitation des mandats que dans la réforme constitutionnelle de 2008. Voyez, donc après, voilà. Même si dans son histoire, ça c'est autre chose. Je voulais expliquer comment, à la Deuxième République, c'est-à-dire en 1848, effectivement, on avait limité le mandat de Louis-Napoléon à 4 ans, c'est-à-dire mandat unique, en disant que, ben oui, un président, une fois qu'il a tous les pouvoirs, effectivement, il peut se laisser corrompre par le pouvoir. L'expérience a été mauvaise et puis après, ben, ils ne sont plus revenus là-dessus. Il faudra attendre la Constitution de 1946. Mais la Constitution française de 1958, qui était en vigueur au moment où les pays africains optent pour la limitation des mandats, la Constitution française ne retenait pas le principe de la limitation des mandats. Donc, on ne peut pas dire que c'est un principe occidental. On ne peut pas dire que c'est la démocratie occidentale. C'est un principe qui est inspiré par l'expérience politique africaine. Donc, voilà qu'aujourd'hui, les Paul Biya, les, les Ouattara, les Sassou Nguesso, lui principalement, puisqu'il est parmi ceux qui ont inauguré le principe et qui ont inspiré d'autres, voilà qu'aujourd'hui, ils disent non, 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 voilà, c'est la démocratie africaine qui n'existe pas. Il n'existe pas de démocratie africaine, c'est un autre débat, j'aurai peut-être l'occasion, mais il n'existe pas de démocratie africaine. Il existe la démocratie, point barre. Voilà ce que Oui, je peux mais dire. pardon, Autrement dit, pardon, professeur, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que c'est le système qui est incompatible pour les Africains ou c'est un problème d'homme? Où se situe le problème avec la démocratie en Afrique? c'est un problème d'homme et de système à la fois. Système, je veux dire par là que les pratiques d'antan ne disparaissent pas du jour au lendemain. Si pendant 3 décennies, on a vécu dans le système autocratique, eh bien, je veux dire, cet esprit, cette pratique persiste. Les pays qui ont essayé d'inaugurer le principe, c'est-à-dire le Congo et le Bénin, notamment. Vous voyez qu'au Bénin, ça marche. Le Bénin respecte le principe. Quand il y a eu, disons, la conférence nationale au Bénin en 90, les élections organisées en 91, Mathieu Kérékou ne s'est même pas présenté. Il ne s'est pas présenté parce Par qu'il sentait qu'il contrainte avait ou été bien laminé. c'était par contrainte ou Pardon. volontairement il voulait plus se présenter? Non, c'est volontairement qu'il a pensé que tel qu'il avait été effectivement mis à nu, que ben, il partait perdant et qu'il valait mieux effectivement laisser le système évoluer et lui effectivement permettre, disons, aux Béninois de regarder entre, disons, ce qui était en son temps et ce que l'autre va faire. Qu'à ce moment-là, il avait une petite chance. Mais que s'il se présentait dans l'immédiat, ben, il avait toutes les chances effectivement d'être laminé et il s'est abstenu. Et donc, oui, donc Mais il ne se professeur, présente pas et puis au mandat, il s'est présenté et puis ben, il l'a emporté. Dans le cas du Congo, Sassou Nguesso, qui sait qu'il ne peut pas gagner, qui n'a jamais gagné une élection, s'est dit, ben, si je laisse ce principe effectivement évoluer, je suis largué. Ben, il a fait ce qu'il sait faire. Et jusqu'à maintenant, il continue à faire ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire, c'est quoi? C'est la violence, c'est le crime, c'est le pillage, c'est tout ce que les jeunes sont en train de faire. Cher Christian, on y arrivera peut-être puisque le thème est programmé. Il n'y mhm. a rien de nouveau que ce qu'on appelle bébé noir fond que Sassou Nguesso n'a jamais fait. On y reviendra, professeur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Revenons un peu sur, évidemment, je posais la question de savoir quel commentaire faire de ces deux élections présidentielles au Cameroun et en Côte d'Ivoire, parce que souvent, il y a une confusion en Afrique. Apparemment, la démocratie se limiterait aux élections et, je ne sais pas, au mandat présidentiel, alors que la démocratie, c'est bien toute autre chose euh, que seulement les élections présidentielles. C'est tout un système. C'est un clair,
C'est un clair, Christian. La démocratie ne veut rien dire s'il n'y a pas le bien-être de la population. La démocratie, c'est un moyen pour permettre effectivement aux citoyens, aux membres d'une société de vivre le bien-être. Donc, la démocratie ne veut rien dire si effectivement les citoyens vivent mal. Donc, c'est un procédé. C'est pour ça que je disais que c'est un principe. C'est un procédé. Pourquoi, disons, par l'élection? L'élection, c'est le moyen pour départager justement les partis. C'est pour départager. Donc, ce n'est qu'un aspect, ce n'est qu'un mécanisme pour ce que l'on veut. Ce n'était pas, disons, pour, je vais dire, disons, pour en quelque sorte digresser. Si j'ai parlé effectivement du principe de la limitation des mandats, c'est parce que c'est cette question qui se pose. Cher Christian, tout le monde connaît ce principe qu'on attribue généralement à Staline. Voilà, aujourd'hui, pratiquement tout le monde le sait. Ceux qui votent ne décident rien, ce sont ceux qui comptent qui décident tout. Voilà, principe stalinien. Ce que j'ai voulu dire, effectivement, en parlant, disons, du principe de la limitation des mandats, c'était pour dire que il n'était pas nécessaire d'être grand juriste. Il n'était pas nécessaire d'être grand politologue pour savoir exactement ce qui arriverait en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Parce que ce qui est arrivé, c'est ce qui s'est passé avant. C'est ce qui se passe au Congo depuis et toujours. Monsieur Sassou Nguesso lui-même disait, Christian, je ne le rappellerai jamais assez, il disait ceci dans le journal La Croix du 16 juin 1997, 16 juin 1997, que pour que les élections soient égales pour tous, il faut que le président Lissouba devienne citoyen candidat. Ce sont ces termes, je le cite là. Ce qui veut dire que M. Sassou Nguesso sait que ce n'est pas au niveau de l'élection que les choses se passent. Au niveau de l'élection, en Afrique, je dis en Afrique, tout est biaisé. Oui. Donc, c'est pas là. Ce n'est pas tout Christian, puisque nous sommes quand même justement à quelques 5, 6 mois de la phase électorale. Je rappelle également une chose, que M. Merassa, par exemple, devrait rappeler, disons, à tous ceux qui sont autour de lui, puisque M. Merassa faisait partie de ceux qui, dans l'opposition, avaient pondu ce qu'on avait appelé à ce moment-là le mémorandum d'opposition, qui disait clairement ceci que non, les élections ne peuvent être organisées que par une force internationale. Donc, c'est pour dire à quel point l'élection, sans ces précautions, ne veut rien dire. Madagascar avait tiré la leçon de cela, même si effectivement le jeune Rajoelina qui vient d'être renversé n'a pas appliqué. J'ai un collègue, un ami qui est professeur, disons, qui a participé à la rédaction de cette conscience. Il était clairement écrit ceci dans la conscience, disons, malgache, que au moment où on va vers l'élection, le président en place doit devenir, disons, un citoyen ordinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser l'élection au moment où le président est au pouvoir. S'il a terminé son mandat, c'est là une période intermédiaire où le président n'est plus président. Donc vous voyez que ce n'est pas propre au Congo, c'est une situation spécifique à l'Afrique. Les élections, dans l'écrasante, les élections, que ce soit présidentielles ou bien législatives, dans le contexte de la grande majorité des pays francophones, c'est une farce électorale. C'est se moquer des gens. Le premier parmi ceux qui le connaissent le mieux, c'est M. Sassou Nguesso à partir des formules que je viens de vous expliquer. Donc, c'est des farces, c'était attendu. On a voulu tout simplement faire un numéro pour divertir ceux qui n'ont pas autre chose pour se divertir, pour disons, en quelque sorte, prendre plaisir que de suivre des farces électorales. C'est vraiment des farces électorales. Alors, mais quelle alternative, en quelques mots, bien entendu, que faut-il pour l'Afrique continuer avec ce système démocratique ou bien trouver un autre système adapté et comment? Christian, d'abord sur cette question, il faut dire, en dehors, disons, de la grande majorité des pays africains, il y a des pays où ça se passe bien. Comme nous prenons l'île Maurice, on ne compte même plus les alternances. Le Bénin, on vient de dire. Le Sénégal, même si Ouad, après avoir lui-même dit que, ben oui, bon, voilà, grand démocrate, se disait-il, et tout, ben voilà. Et puis, quand il a fait ses 2 mandats, il a voulu faire un troisième mandat, il est sorti par la petite porte. Mais je veux dire, quand vous quittez la sphère francophone, au niveau de l'écrasante majorité des pays africains, non francophones, ça se passe bien. C'est-à-dire la limitation des mandats. La limitation des mandats, c'est en même temps, je veux dire, Christian, le remède au système politique dans lequel il y a une incertitude démocratique. Là, il y a une incertitude électorale. Donc, la limitation des mandats permet de faire croire, ou de faire comprendre, disons, au corps social que
même si le système est incertain, même si, ben voilà, là, nous sommes des démocraties, disons, en construction. Bon, mais voilà, il y a un barrage qui est là. Donc, ne faites plus de coup d'État. N'utilisez plus, disons, des moyens de fait pour arriver au pouvoir. Il y a un système qui est déjà retenu et convenu. Et aucun pays africain n'avait contesté. Tout le monde à ce moment avait compris que c'était la solution, du moins sur ce point précis, pour éviter effectivement, disons, des élections factices. C'est en quelque sorte la solution pour en finir, disons, avec ces incertitudes, avec les coups d'État. Là, c'est sur la question principale, l'élection, mais sur la question démocratique, en gros, Christian. Je ne veux pas être là à répéter la même chose. Je vais dire que, cher Christian, jusqu'au moment où, parce que regardons dans notre pays, regardons que ce soit le Cameroun, le conflit qu'il y a eu finalement entre Biya qui avait succédé à Aïdjo, et puis le retournement de situation. Mais, que vous prenez, disons, la Côte d'Ivoire, guerre, disons, guerre civile 2010, 2011, etc., ben voilà. Tout porte, disons, sur le plan de la République. Il n'y a aucune autre solution, il n'y a aucune autre problématique que celle qui consiste à revoir le modèle présidentiel français. Je ne veux pas répéter la même chose, Christian. C'est notre opium, c'est notre piège, enfin c'est le piège, disons, contre nous, mais c'est également, je veux dire, le grand obstacle à la mise en place de la démocratie. Donc, j'ai déjà expliqué ça, je ne reviens pas. Il faut tout simplement tordre le cou à cette institution qui est effectivement à l'origine des crises. Pourquoi? Ben ça, c'est un autre débat. Je ne vais pas me lancer maintenant, mais bien entendu, moi, j'ai ma petite idée là-dessus sur ce qu'il faut faire. C'est vraiment en finir avec le modèle présidentiel français qui est effectivement, disons, le nœud qui ne permet pas effectivement à la démocratie de fonctionner en Afrique. Voilà. Ça, une fois que on s'est accordé cela, ben, écoutez, Ok. on pourra développer d'autres. Hein. Je n'ai pas le monopole, disons, effectivement, de l'analyse de cette question. Il y aura des apports, mais tant qu'on aura ce modèle-là, je suis convaincu, je peux vous parler que nous en avons encore, disons, pour des décennies. Voilà. Merci, professeur. Alors, on va comprendre comment fonctionne le système Sassou Nguesso. Généralement, à l'approche des présidentielles, j'allais dire des élections majeures au Congo, on assiste souvent à des troubles, des crises comme celles que nous sommes en train d'observer actuellement. J'ai rappelé d'entrée de jeu des exécutions sommaires, systématiques, massives, extrajudiciaires. Bon, cela est présenté officiellement comme une opération de lutte contre le grand banditisme, mais ça me rappelle 2015, avant même, c'était je crois au cours, en pleine campagne référendaire, où il parlait du goût du sang. Et ça me revient en tête pour chercher à comprendre, est-ce que ce n'est pas là, n'est-ce pas que nous sommes entrés dans ce processus, puisque nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle, et voilà qu'on assiste à des tueries, voilà, des exécutions, fusillades à bout portant, dans les rues, devant le public, devant famille, parents et enfants. Vous avez suivi certainement, depuis que cette opération a commencé, d'abord votre commentaire sur ce qui se déroule actuellement au Congo. Merci, Christian. Bon, de façon générale, on connaît la formule. Hein. Essayer donc de chasser le naturel, il revient au galop. Monsieur Sassou Nguesso est ce qu'il est. Monsieur Sassou Nguesso ne peut pas fonctionner en dehors de la violence. Ce n'est pas possible. Donc, il faut constater que la violence est frénétique chez lui. Voilà, c'est dans sa nature. Mais c'est également en général le principe de fonctionnement effectivement des dictateurs. Puisque en créant l'incertitude, en créant l'instabilité, en créant effectivement un événement, ça donne un peu plus, disons, de possibilités d'ouverture, de justificatifs. Ça donne des alibis pour avoir effectivement une liberté d'action. C'est ce que fait M. Sassou Nguesso. C'est classique, ceux qui font l'analyse politique. C'est-à-dire que la période de crise laisse la possibilité, disons, aux dictateurs, aux despotes, effectivement, de se doter des moyens. Et c'est ce que fait M. Sassou Nguesso. Et quand vous rétroagissez, vous verrez que c'est quasiment automatique. Disons, à la présidentielle dernière, ben, écoutez, c'est M. Kola qui disparaît, c'est la confusion totale. Et,
En 2016, ben, oui, ben, les Mokoko et consorts veulent faire un coup d'État et puis ben voilà donc il y a une situation dans le pouls, ben voilà donc ils créent la zizanie et puis ben là ils se donnent des moyens d'action. La Cour constitutionnelle qui est à sa botte, disant, s'autorise effectivement ce que Sassou, c'est-à-dire donc répond aux caprices de Sassou. Vous pouvez rétroagir les conditions. Voilà, donc j'ai déjà dit, Christian, les conditions d'accès au pouvoir déterminent les conditions de son exercice. Si un individu arrive au pouvoir par la force, par le crime, il est tenu de reproduire effectivement le même système pour se maintenir au pouvoir. Donc, du point de vue de l'analyse, du point de vue de l'expérience, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est que, parce qu'on peut se poser la question suivante, Christian. Le phénomène de ce qu'on appelle bébé noir. Donc, nous aurons, j'espère, l'occasion effectivement d'analyser sa naissance, son évolution et peut-être les perspectives, parce que nous sommes là au départ. Il faut vraiment que les Congolais le sachent. Nous sommes qu'au départ. Donc, ce phénomène ne date pas d'hier. Il date déjà de quelques années. Pourquoi M. Sassou Nguesso attend quelques mois avant l'élection, avant la phase électorale, pour effectivement Déclencher l'opération. lasser, voilà, lancer une opération. Bon, on sait que ben, chaque fois, moi, au moment où la télévision congolaise pouvait encore être regardée, disons, à l'étranger, je regardais depuis au moins une année. Mais pourquoi effectivement cette envergure à quelques... Mais tout simplement parce qu'effectivement arrive un événement et il faut effectivement créer un système, disons, disons, un contexte de confusion qui lui permettrait effectivement, disons, d'user, d'avoir la liberté d'user des moyens exceptionnels, effectivement, pour en user. Donc, c'est bien cela. Donc, cela permet de tirer, je veux dire, disons, tout de suite une petite conclusion, très rapidement. Ceux qui ont parlé de raison d'État se sont trompés. C'est la raison du pouvoir. C'est la raison du pouvoir, il n'y a pas de raison d'État là. Parce que on ne peut pas dire en même temps qu'il n'y a pas d'État au Congo et ça ne se discute pas. Il n'y a pas d'État au Congo et parler de raison d'État. La raison d'État n'existe que là où il y a l'État. En l'occurrence, ce sont effectivement les intérêts, les préoccupations du pouvoir. Et c'est ce qu'on a vérifié effectivement, disons, dans les circonstances, dans les contextes antérieurs, disons, proches de la présidentielle. Donc, c'est bel et bien pour des raisons de pouvoir que M. Sassou Nguesso, à quelques mois de l'élection, va soulever ce problème-là, parce que ça lui donne la latitude. À part de là, il va pouvoir effectivement décider, disons, selon ses caprices, parce que il sait qu'il est excellent quand il y a une crise. Voilà. Il sait qu'il est excellent. Il est Parce que ça excellent lui parce que, donne le évidemment, maximum. il crée également ces crises. Vous avez dit tout à l'heure, on est donc à l'approche d'une élection présidentielle. Le Congo n'est plus un État, c'est ce que vous avez dit. Et puis, bon, voilà, ça ne souffre pas de confusion. Tout le monde l'a constaté. Évidemment, l'État n'existe plus. La République a été mise entre parenthèses depuis son retour au pouvoir par coup d'État militaire. Mais puisqu'il n'y a plus l'État, est-ce ce qui explique évidemment qu'il lance une opération, mais disons à sa propre initiative, sans consulter le Parlement, parce que l'opération dont on parle ici a été décidée par un homme et il a assumé d'ailleurs cet ordre que je vous propose de suivre un extrait, on revient sur le plateau. Vous demandez, peut-être vous manquez de curiosité, il vous suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte ce que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple, si cela est nécessaire. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. J'ai ordonné qu'elles interviennent aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elles interviennent lors des opérations dans le pool. Cette opération, les autres forces participeront bien sûr. Le ministre de l'Intérieur a mes instructions à ce sujet.
c'est lui qui a donné l'ordre de cette opération. Après, on commence à se poser la question de savoir est-ce que le fait de le dire comme ça légalise l'opération ou normalise l'opération. Et pourquoi est-ce que c'est le président de la République qui ordonne une telle opération? Est-ce que ça s'explique? C'est l'illustration de ce que nous venons de dire, sœur Christian, que l'État n'existe pas. C'est l'illustration, c'est-à-dire que ce qu'on serait tenté d'appeler l'État fonctionne selon les caprices de M. Sassou Nguesso. Parce que si c'était effectivement un État, ce qu'il dit, j'ai donné les instructions. Non, non, non. Le dispositif aurait tout de suite, disons, été publié. Mais c'est comme ça. Mais dans un État, c'est pas non, j'ai donné des instructions. C'est ça, cher Christian. C'est la justification qu'effectivement, l'État n'existe pas. Et je veux dire, on peut prendre toute une nuit pour démontrer que, bon, si je dis que c'est une évidence, il n'y a plus de débat là-dessus, c'est pour ne pas, disons, nous étendre. Bon, on a parlé des pillages, on a parlé effectivement des crimes, on a parlé des voilà, des notes, voilà. Et il n'y a jamais les éléments de l'existence de l'État, on les connaît tous, disons, cher Christian. C'est aussi, en dehors du fait que, ben oui, les délinquants, quelle que soit leur situation, peuvent être sanctionnés, c'est aussi le fait que chacun a sa place. Chaque ancien a sa place. Quand vous voyez le fameux décret que les gens, que le pouvoir a exhibé là, qui Oui. 390 du 18 septembre, donc effectivement, mais Christian, écoutez, vous m'excusez, j'ai ricané. Ça m'a rappelé exactement le phénomène de 97. Monsieur Sassou Nguesso qui vient de faire le coup d'État et qui va être effectivement investi le 25 octobre 1997. Le 25 octobre, c'est-à-dire c'est le 25 octobre, par rapport à son propre système que M. Sassou Nguesso devient donc, disons, président de la République. Le 24 octobre, il a déjà nommé, disons, M. Lenga comme président de la Cour suprême et il a déjà publié une constitution comme président. Vous voyez donc la cacophonie. Nous retrouvons le même système. C'est parce que les Congolais n'ont pas la mémoire qu'ils ne se retrouvent pas. C'est-à-dire que chez lui, c'est l'incongruité chronique. Les textes ne sont qu'un prétexte. Et vous retrouvez ça dans cette histoire. Christian, Pardon, ça veut dire quoi le, concrètement? Il le, avait déjà pris comment on appelle ça, des décisions en qualité de président de la République avant d'être investi, c'est ça? bien entendu, M. Sassou Nguesso a été investi le 25 octobre 1997. Mais sur quelle base il publie la Constitution, c'est-à-dire l'acte fondamental, je vais dire l'acte fondamental, du 24 octobre 1990 est signé par Sassou Nguesso. Mais en quelle qualité? Puisqu'il ne deviendra président que le lendemain. Le 24 octobre, il a déjà nommé M. Placide Lenga comme président de la Cour suprême. Mais sur quelle base? Puisqu'il ne deviendra président, selon son système que le 25. Mais vous retrouvez ça, disons, dans cette affaire de décret. C'est-à-dire que dans le fonctionnement de M. Sassou Nguesso, c'est au droit, c'est aux institutions de s'adapter à lui et non l'inverse. M. Sassou Nguesso considère qu'il n'a pas de compte à rendre. Donc, vous retrouvez ça dans le fameux décret-là, Christian. On ne peut pas expliquer, disons, cette concomitance entre le mouvement qu'il lance, c'est-à-dire donc que nous sommes en train de traiter ou que nous allons traiter, avec, disons, le décret, disons, du 18 septembre. C'est la même concomitance que vous trouvez effectivement dans l'acte fondamental du 24 octobre 1997 et son investiture, disons, le lendemain. Franchement, il faut être malade pour faire des choses comme ça. Mais c'est propre à lui. Et puisqu'il a autour de lui un petit groupe de mercenaires qui se présentent pour l'élite du pays, c'est-à-dire des malfaiteurs, eh bien, ils répondent à toutes ces caprices. Donc, en l'occurrence, M. Sassou Nguesso s'est dit, bon, on va vers la phase présidentielle, il faut effectivement me donner un environnement, un contexte, des alibis de telle sorte que, en cas de, voilà, donc il faut déjà créer une ambiance d'incertitude, une ambiance de crise qui me permet de, en cas de, ben voilà, donc, parce que effectivement, l'instabilité, la crise en général, donne effectivement un peu plus de prérogatives, hein, disons, au chef de l'État. Ben, c'est dans le même esprit, je ne sais pas pourquoi les gens se perdent pour ne pas comprendre. C'est ça. Mais Donc, Christian, je voulais juste comprendre tout à l'heure, vous avez dit il ne pouvait pas lancer une telle opération par rapport au décret, évidemment, du 18 septembre 2025. Je veux comprendre à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors que, évidemment, l'opération, bon, c'est vrai, a succédé, mais c'est bien le décret qui a précédé, c'est le 18 septembre
2025. L'opération a été lancée, je crois, début octobre. Et pourquoi vous pensez Mais qu'on ne pouvait pas lancer cette opération par rapport à ce décret, bien sûr? ça veut dire qu'il s'est dit, je vais lancer cette opération. Et à ce moment-là, il s'est dit, ben voilà, il faut rapidement prendre un texte. On ne peut pas prendre le texte disant qui donne cette compétence, et on en discutera parce que déjà l'attribution de la compétence pose problème, le 18 septembre et puis le fin septembre lancer l'opération. Ça veut dire que le décret n'a été pris que par rapport, disons, à ce qu'il voulait faire. C'est ce que je veux dire. Évidemment, mais Le dans ce décret décret, n'a été... nulle part où il a été écrit qu'il faut exécuter les gens, on n'a pas vu ça. C'est ça aussi le Vous problème. savez, Christian, quand on parle à l'égalité, ben, j'entends des gens s'embrouiller. La légalité, ce n'est pas seulement la sortie d'un texte, mais c'est également le contenu, c'est-à-dire l'objet. C'est l'objet. C'est-à-dire, quand on parle d'égalité, il y a le côté organique, c'est-à-dire qui prend le texte. Il y a le côté qu'on appelle matériel, c'est-à-dire l'objet du texte. Il y a le côté, disons, formel, c'est-à-dire donc la procédure. Donc, quand on regarde, c'est-à-dire, ici, les gens à Sassou lui-même se disent, bon voilà, j'ai pris le texte Sassou, mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de prendre le texte, il faut voir l'objet. Et quand vous regardez l'objet, vous venez de le dire, Christian, il n'existera jamais un texte qui légitime effectivement le crime d'État. Ça n'existe pas. Déjà à ces temps-là, si on le prend, disons, M. Sassou Nguesso et ceux qui sont autour de lui sont en contradiction avec toutes les conventions qu'ils ont citées, qu'ils ont signées, pardon. Ils sont en contradiction. Aucun texte, y compris celui-là, ne peut autoriser, disons, le gangstérisme d'État, parce que c'est bien le gangstérisme d'État. Donc là déjà, sous l'angle qu'on appelle donc l'angle matériel, c'est-à-dire l'objet, il y a un problème. Mais je viens de vous dire, M. Sassou Nguesso s'apprêtait à lancer son opération et il a dû peut-être être réfréné, encore que parce que, vous savez, moi, je me suis occupé de la législation et de la réglementation quand j'étais au Congo, dans le cadre de la République congolaise des droits. Je sais comment Sassou Nguesso prend ses textes. Le plus souvent, il n'y a pas, disons, cette chronologie textuelle, c'est-à-dire qu'un texte peut être sorti aujourd'hui et puis on le renvoie à une date antérieure. Il a pu fonctionner comme ça. Et puis, il y a autre chose qu'on pourrait, il y a une autre question que l'on pourrait poser. C'est celle, effectivement, disons, de l'entrée en vigueur. Sorti, disons, le 18 septembre, pour entrer en vigueur, il faut que ce soit publié au journal officiel. Est-ce que c'est publié au journal officiel? La question se pose. Mais il y a autre chose également en ce qui concerne, je vais dire, le domaine des compétences. Donc, j'ai dit que sur l'objet, effectivement, c'est illégal. C'est pas seulement parce que Sassou Nguesso a pris un texte qui est légal, mais non, il faut que l'objet également soit conforme, disons, à la Constitution, mais également aux différentes conventions citées par le Code. Donc là, c'est manifeste, puisque aucune convention ne peut autoriser d'abattre, disons, des gens. Non, non. Toutes les conventions demandent effectivement de respecter la procédure, de dire qu'effectivement, toute sanction passe par le droit, sans le droit, ben, effectivement, c'est le Congrès. Mais il y a autre chose que je vais dire sur l'illégalité. Christian, le principe au niveau de l'État, quand on parle d'égalité, c'est également la division des tâches. Et on ne peut pas trouver la gendarmerie, parce que dans le texte, il est dit cela, c'est-à-dire donc les services habituels, c'est-à-dire donc la gendarmerie, la police, l'armée et donc la fameuse DGSP, c'est-à-dire la Direction générale de la sécurité présidentielle, dans le même canal, c'est-à-dire dans le même domaine, disons, de compétences. C'est pas possible. Quand tous ces corps doivent intervenir, ça veut dire qu'on entre dans ce qu'on appelle une situation exceptionnelle, une situation particulière. Voilà, c'est ça. Ces trois corps ne peuvent intervenir sur le même objet que quand c'est une situation particulière, qu'on appelle en droit français, même en droit congolais, les circonstances exceptionnelles via l'article 93. Et ça suppose toute une procédure. Cette procédure, c'est celle qui consiste d'abord à informer, à sensibiliser les différents corps d'État, c'est-à-dire notamment l'Assemblée, le Parlement. Voilà. Donc, c'est toute une procédure. Monsieur Sassou Nguesso et ceux qui veulent justifier effectivement la légalité de cette situation à partir de ce décret qui introduit donc la confusion des compétences, je dis bien la confusion des compétences, parce que je viens de le dire, la direction générale de la sécurité présidentielle, par rapport au décret de 2009, dit-on, a un rôle spécifique. C'est assurer la sécurité présidentielle, la sécurité de sa famille. L'armée, on sait, c'est pour la guerre. C'est quand effectivement, disons, le territoire va connaître ou risque de connaître une instabilité. Voilà. La police, la gendarmerie, c'est effectivement pour ce qu'on appelle habituellement l'ordre public, c'est-à-dire donc la sécurité, la tranquillité, la salubrité, etc., etc. Si
la DGSP, dont la mission au départ est déterminée, disons, sur ce que nous venons de dire, si elle doit intervenir sur là, ce qui veut dire que nous rentrons dans une période, effectivement, de circonstances particulières. Et si c'est des circonstances particulières, ça impose au président, entre guillemets, au président de la République, effectivement, de procéder à l'information officielle des différents pouvoirs publics. C'est pas ce qu'on a vérifié. Donc, l'illégalité, disons, de cette situation, je veux dire, de ce recours par Sassou Nguesso, ne sont pas des du moins pour ceux qui connaissent effectivement, disons, le droit constitutionnel ou le droit administratif, ils savent que c'est illégal. Si la DGSP doit intervenir dans le domaine qui, traditionnellement, relève des forces habituelles, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, ça veut dire que nous rentrons dans un contexte de situation, de circonstances particulières, pardon. Voilà. Oui, mais lorsque vous parlez d'une situation exceptionnelle, revenons-y donc sur l'opération qui est en train d'être menée. Elle a été présentée comme voilà pour éradiquer une menace. C'est comme ça qu'ils ont présenté ça, que ces jeunes délinquants devenaient une menace pour la population, pour le Congo. Ils étaient en train d'entretenir une terreur, une violence inouïe. Bon, des exemples ont été donnés. Est-ce que cela peut justifier les caractéristiques, bien sûr, d'une situation exceptionnelle? Évidemment, non. Évidemment, non, Christian. Moi, je veux bien comprendre qu'il y a une menace. Encore qu'on pourrait se poser la question sur l'origine, sur l'évolution du phénomène. Ça, c'est un autre débat. On pourrait peut-être y revenir. Ça veut dire que c'est une situation qui relève des services habituels, c'est-à-dire la gendarmerie, la police. Si, disons, la DGSP doit s'y ingérer, ce qui veut dire que nous passons dans un contexte de circonstances exceptionnelles. Et quand c'est cette situation-là, on décrète soit l'état de siège, on décrète soit l'état d'urgence, on décrète les circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire l'article 93, disons, du chiffon constitutionnel. C'est ça. Et ça suppose que le chef de l'État associe, informe, convoque les présidents des différents pouvoirs publics, c'est-à-dire notamment le président de l'Assemblée, le président du Sénat et le Premier ministre, etc. Donc, c'est toute une procédure. C'est toute une procédure. Donc, quand lui, a posteriori, dit qu'il a lancé les instructions, alors que ça, on aurait pu le voir en amont, c'est-à-dire que le président vient de convoquer, disons, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas le cas. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est-à-dire, c'est à partir de la procédure qu'il a lui-même initiée qui démontre que nous ne sommes pas dans une situation de circonstance exceptionnelle, c'est-à-dire de menaces particulières. Nous sommes là dans des menaces, disons, ordinaires. C'est pas moi, je dis bien, je répète, c'est pas moi. C'est lui-même qui le dit, puisque si c'était des circonstances exceptionnelles, il aurait effectivement convoqué le président de l'Assemblée, le président du Parlement. On ne l'a pas vu. Donc on est là dans un cas de figure d'un ordre illégal et nous savons qu'aux ordres illégaux, nul n'est tenu d'obéir. Donc en vous suivant tout à l'heure, on se rend compte que c'est un ordre illégal. Il faut dire, c'est un ordre manifestement illégal. C'est très important. Voilà, manifestement illégal, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher trop. Non, non, c'est un ordre manifestement illégal. Je viens de dire, Christian. Je répète pour nos compatriotes, si c'était une situation exceptionnelle, M. Sassou Nguesso, avant de lancer l'opération, convoquait le président de l'Assemblée, le président du Sénat, et il donnait un message à la nation. Un message à la nation. C'est comme ça. Donc, tout le monde, tous les juristes, tous les concernistes connaissent ce qu'on appelle une situation exceptionnelle. Le président ne décide pas seul. Il informe d'abord les autres grands pouvoirs publics et à ce moment-là, tout le monde sait que nous rentrons dans une situation particulière. Donc, si M. Sassou Nguesso n'a pas fait, ce qui veut dire que lui-même, il a dit et démontré que la situation n'est pas exceptionnelle. Il a fonctionné selon ses caprices, selon ce qu'il sait faire, c'est-à-dire comme un gangster, parce qu'il est venu comme gangster, il exerce le pouvoir comme gangster. C'est comme ça, Christian. C'est ce que vous dira tout sur reste. Voilà. Si c'était une situation exceptionnelle, il aurait fallu passer par une procédure où effectivement, il implique effectivement les présidents des autres grands pouvoirs publics. C'est clair. Voilà. Donc, c'est un simple constat. Hein. Je ne fais pas d'analyse là.
Alors, vous avez parlé également du processus, hein, la prise de décision. Ici, il déclare que c'est lui qui a donné l'ordre. Et dans le même temps, le décret que vous venez de citer, on se rend compte que cette DGST est sous le ministère de l'Intérieur. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, ma question, c'est de savoir si un président de la République, pour l'instant, on peut encore le lui concéder, peut décider, peut prendre un ordre pour mettre en mouvement une unité qui répond du ministère de l'Intérieur. Christian, le principe du fonctionnement de l'État, c'est la division des tâches. Division des tâches au sein de l'État qui est inspirée par la séparation des pouvoirs. Ce qui veut dire que, euh, je ne sais pas, comment on l'appelle celui qui est la tête de cette, voilà, Raymond de cette Zéphiramboulos, DGSP, je ne sais pas. DGST, c'est Serge Boa. Voilà. C'est-à-dire que il doit, c'est-à-dire qu'il y a un domaine de compétences qui lui est donné, qui lui est attribué. C'est ça. Ça peut paraître compliqué pour le voilà. C'est-à-dire que même quand vous prenez au sein, disons, d'une même administration, il y a une structuration, il y a une division des compétences. C'est-à-dire que tes attributions, c'est ça, tu ne peux pas faire. Ça compte au sein d'une même administration. Celui qui est responsable de tes services vient prendre la décision à la place de non, non, c'est l'illégalité. C'est pour ça que je dis que non, l'illégalité est manifeste, c'est-à-dire ne souffre d'aucune équivoque. Mais la direction générale de la sécurité présidentielle ne peut pas s'ingérer, disons, sur une question qui ne relève pas de ses attributions habituelles, c'est-à-dire ses attributions, disons, départ, en dehors, effectivement, des circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire, dès le moment où il doit faire cela, ben, automatiquement, il entre dans un autre cadre. Donc, à partir du moment où on sait que la mission première, classique, de départ, originelle, attribuée à la DGSP, c'est effectivement la sécurité présidentielle, et qu'il sort, disons, ses compétences, nous sommes déjà dans l'illégalité. Nous sommes déjà dans l'illégalité. Si, je veux dire, M. Sassou Nguesso voulait faire comprendre, c'est-à-dire invoquer le décret qui sort concomitamment, disons à sa décision, effectivement, disons, comme il dit, de donner des instructions dont on attend effectivement le texte. Parce que M. Sassou ne peut pas dire verbalement que j'ai donné des instructions. Ça veut dire que le décret, où effectivement il ordonne également, devait être publié pour savoir si effectivement ce décret est conforme effectivement à ce qu'il dit. Voyez, donc ça montre effectivement, disons, la manipulation. Monsieur Sassou Nguesso, au moment où, disons, son équipe, au moment où il publie, où il nous envoie ce texte pour dire que non, 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 il y a un texte 390-2025 du 18 septembre 2025 qui explicite effectivement les attributions, c'est-à-dire donc la légalité, la DGSP par rapport aux affaires. Il aurait pu nous montrer également le décret qu'il a pris pour effectivement donner des instructions. Ce décret, on ne le connaît pas. Hein? Si l'État fonctionne normalement, eh ben, tout de suite les autres pouvoirs publics ou même la société auraient demandé, mais les instructions, c'est quoi? C'est quel texte là où vous avez... Et on aurait vérifié effectivement la conformité de... Parce que c'est là où on aurait vérifié, par exemple, que nous sommes en circonstance exceptionnelle ou pas. Voilà. Un ordre illégal donné par une personne non compétente, la conséquence, c'est des crimes. On peut dire ça comme ça, ce sont des crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis au Congo actuellement. Je laisse peut-être la qualification à d'autres parce que là, on peut présumer, on peut t'en dire, mais enfin, dans tous les cas, c'est un ordre illégal. C'est un ordre illégal, ça ne souffre pas d'équivoque, cher Christian. Parce que si c'était le cas, on aurait vu effectivement la mobilisation des autres institutions. Or, M. Sassou Nguesso dit lui-même que c'est moi qui ai donné des instructions. Voilà. C'est-à-dire à son corps de protection d'intervenir dans un domaine autre que celui qui relève sa tradition traditionnelle et sans associer les autres pouvoirs publics. Donc, nous ne sommes pas dans des circonstances exceptionnelles ou particulières. Oui, mais C'est moi, je clair, net, posais la chère question, Christian. professeur, je posais cette question simplement parce que dans les faits, hein, Oui. tout le monde le sait, les images existent. Qu'est-ce qui se passe? Cette unité arrive, bon, voilà, le signalement est fait par appel téléphonique, moyennant de l'argent. C'est quelqu'un qui appelle à DGST pour dire à telle adresse habiterait X, monsieur, c'est un bandit et les unités s'y rendent, prennent la personne, l'amènent dans la rue et voilà, le fusil devant tout le monde, donc à bout portant. Mais nous savons qu'il y a des principes qui sont clairs là-dessus. Lorsqu'un soldat
tire à bout portant sur un civil ou une personne inoffensive, c'est un crime de guerre. Tout le monde le sait, les soldats le savent. Même sur un terrain de, comme qui dirait, de la bataille, de la guerre, lorsque le soldat adverse ou ennemi n'a plus son arme, on ne peut plus tirer sur ce soldat. Et ça aussi, les soldats le savent. Donc, le fait de tirer à bout portant en public, c'est-à-dire vous prenez la personne qui ne résiste pas et que vous tirez. Il y a même des images où on voit des victimes menottées, donc ligotées, comme quoi il ne peut plus rien faire, il ne peut plus exercer une résistance et en le fusil à bout portant. C'est là où je posais la question. Finalement, on est dans un cas de figure, ce sont là des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Voilà, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est-à-dire, quand j'ai parlé de l'illégalité, j'ai parlé de l'objet. C'est-à-dire, l'objet, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un texte international, une convention, même un texte national qui autorise cela. Donc, je disais qu'il y avait, disons, illégalité selon le domaine des compétences, mais il y avait également illégalité dans l'objet, parce que aucun texte, même dans une dictature, ne peut ordonner, disons, le crime. Voilà. Vous savez, Christian, moi, je rappelle un fait. Disons, en 2015, un de vos confrères, M. Sir Makosso, m'avait interviewé pour dire, ben, mais voilà, parce que parmi les éléments alléchants, c'est-à-dire ce que l'on peut appeler donc, disons, disons les alibis ou les justificatifs, effectivement, pour faire passer son texte, le chiffon constitutionnel donc, de 2015, il y avait le fait que, ben oui, il y a la suppression de la peine de mort. J'avais expliqué ceci à M. Makosso, mais, cher Sir, l'écrasante majorité des morts, c'est-à-dire des milliers de morts, ce n'est pas par la condamnation à mort. Les morts de M. Sassou Nguesso, ce n'est pas le crime. Donc, on peut, disons, retenir cette expression, vous verrez que les morts vont continuer. L'histoire congolaise du Congo, c'est des milliers de morts, mais ce n'est pas par la condamnation à mort. Donc, voilà comment M. Sassou Nguesso divertit le monde. Voyez, nous avons la législation. Alors, comment on va appeler ça? Comment on Comment va on va appeler appeler ça? ça? C'est-à-dire, Voilà, voilà. professeur Félix Bakundampele, on va terminer. L'heure est arrivée à la fin. C'est probablement la dernière question. Alors voilà, c'est dans ce contexte qu'on s'achemine vers la prochaine élection présidentielle, je mets ça entre guillemets, bien que factice, hein, tout le monde le sait, ce sont des simulacres d'élection. Nous sommes à 5 mois de cette élection. Si la date n'est pas reportée ou anticipée, ce sera en mars 2026. Dans ce contexte, que pensez-vous des politiciens, ou disons ceux de, je parlerai beaucoup plus de ceux de l'opposition, d'aucuns qui pensent qu'il faut aller à cette élection, d'autres tentent un peu d'obtenir les conditions permissives d'une organisation, d'une élection transparente, libre et démocratique. Un leurre, une illusion. Ben, commençons par rappeler ce que j'ai déjà dit là, disons, Christian. J'ai déjà dit, rappeler la phrase, disons, qu'on attribue à Staline. Ceux qui votent ne décident rien, ce sont ceux qui comptent qui décident tout. Mais nous savons qui compte au Congo. Deuxième élément, nous avons là au niveau international, je veux dire, une image qui nous est donnée. C'est-à-dire donc, puisque nous avons commencé par là pour faire un peu, disons, pour lancer un petit regard, disons, extérieur. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, encore, on peut dire, ben voilà, le système a procédé, disons, de façon préalable en excluant ceux qui pouvaient mettre, disons, Ouattara en difficulté. Autrement dit, ça a été effectivement une élection sans opposant. Pardon, disons une élection, disons, voilà. Bref, une phase présidentielle, une phase électorale. Nous prenons le cas du Cameroun. Je me suis investi sur l'élection camerounaise, donc je l'ai suivi de bout en bout. Christian, on peut poser la question suivante. Est-ce qu'il y a une seule raison pour laquelle les Camerounais peuvent aller voter pour eux? Une seule raison tenable pour laquelle les Camerounais peuvent aller voter pour Paul Biya? Est-ce qu'on peut trouver une seule raison pour aller voter pour Paul Biya? 92 ans, 43 ans au pouvoir. Il ne peut plus s'occuper de lui-même. Il n'arrive plus à s'occuper de lui-même, mais qu'il va s'occuper de 30 millions d'habitants.
Il n'y a aucune. Mais sans honte. C'est-à-dire les mercenaires, l'élite mafieuse qui est autour de monsieur Billard, sans honte, a décidé que il faut forcer, il faut aller comme ça. Monsieur Sassou Nguesso n'a jamais été élu. Il ne peut pas être élu. Le premier à le savoir, c'est lui. J'ai donné les raisons, c'est lui qui les donne. C'est lui qui dit que une élection ne peut pas être égale si effectivement le président est au pouvoir. C'est lui qui le dit, j'ai donné la référence, cher Christian. Voilà. Il le dit déjà, donc à partir du mémorandum d'opposition du printemps 97, pour dire que l'élection ne peut être organisée par une force internationale. M. Mirassa le sait, il peut rappeler cela pour effectivement opposer à M. Sassou ce qu'il a dit lui-même quand il était dans l'opposition. Ils peuvent lire le journal La Croix du 16 juin 1987. M. Sassou Nguesso dit que pour que l'élection soit égale pour tous, il faut que M. Dissouba redevienne citoyen candidat. On peut lui opposer effectivement ses propres proclamations. Mais ça, c'est pour la forme. Personne mieux que M. Sassou Nguesso ne sait qu'il ne peut jamais gagner une élection au Congo. Donc, la question se pose, mon cher Christian. Que veulent ceux qui veulent se présenter à cette élection? Il faut bien qu'ils disent, disons, aux compatriotes. Je ne veux pas penser un seul instant que tous, ils sont au service de Sassou pour légitimer, disons, sa farce électorale. Je ne veux pas non plus penser un seul instant qu'ils ne sont pas intelligents. Non. Donc, à ce moment-là, je considère qu'ils sont un peu plus intelligents que ça. Je considère que ils sont de bonne foi quand ils disent que c'est pour aider le Congo. Mais à ce moment-là, ça doit se vérifier par la stratégie qu'ils adoptent. Et vous m'excusez, cher Christian, quand je regarde, j'ai l'impression que nous sommes dans le classicisme. C'est-à-dire que je ne vois rien d'extraordinaire. Je ne vois rien d'extraordinaire. Même quand on suppose que dans un contexte comme s'il y a une stratégie, entre guillemets, cachée, mais il y a des signes. Il y a des signes. On voit, il y a tel on dit, peut-être que, voilà, on ne demande pas effectivement à ceux qui sont autour, disons, des nouvelles forces du changement, disons, de mettre leur stratégie, disons, sur la place publique. Mais moi, j'observe quand même depuis 35 ans de notre vie politique, je ne vois pas. Je ne vois pas Christian. Donc, pour moi, je dis que c'est jouer avec le peuple. Il faut qu'il fasse attention. Je dis tout ceci, Christian. Quand chaque fois vous essayez, disons, d'attirer les Congolais, les compatriotes, pour dire faites-nous confiance, nous savons ce que nous voulons. Une fois c'est échoué, deux fois c'est échoué, trois fois c'est échoué, trois fois c'est déjà trop. Une fois on peut dire ils se sont trompés, deux fois c'est suffisant. C'est suffisant pour qu'on vous fasse confiance. Donc, il faut que l'opposition officielle qui est au Congo fasse très attention. Le discrédit de M. Sassou Nguesso peut se transposer sur eux. M. Sassou Nguesso n'a jamais inspiré, n'inspire aucune confiance, sauf effectivement, disons, à ses courtisans. Ça peut se répercuter sur l'opposition. C'est-à-dire, au bout d'un temps, quand tout le monde connaît l'affaire, disons, du loup et du berger, où il dit, oui, le loup, les gens arrivent, non, c'est une blague. Deuxième fois, le loup, non, c'est une blague. La troisième fois, le loup est là, le berger crie, les gens disent, non, c'est encore une blague. Voilà. C'est le risque court l'opposition. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on se dira, bon, voilà, on a compris, hein, on n'est pas aussi imbécile que ça, on ne viendra plus. Et à ce moment-là, quand on dit l'opposition, c'est un non. Donc, tous ceux qui viendront après, voilà. Donc, c'est le risque court, effectivement, disons, l'opposition congolaise. les compatriotes sont dans ce constat. Vous me demanderez peut-être qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Je dis ceci. Évidemment, oui. Voilà. Il y a d'abord, disons, les stratégies menées par d'autres, qui ne sont que pour la forme. Je viens dire pour la forme. C'est-à-dire quand on regarde 2018 en RDC, on regarde, disons, 2016, comment on appelle ce pays, la Gambie, voilà. Quand on regarde, et même quand on voit au Cameroun, parce que je dis toujours, quand on dit un seul candidat, c'est parmi les éléphants. Cela n'empêche pas, disons, le pouvoir lui-même d'avoir des petits candidats de témoins. Donc, au niveau des grands, c'est-à-dire, ça c'est d'abord, disons,
la leçon que nous donne là où ça a réussi à changer. C'est-à-dire que vous devez donner l'impression pour enlever l'alibi au pouvoir. Parce que pour le pouvoir, c'est quoi? C'est de dire toujours, moi j'ai un socle qui est stable. L'opposition est divisée. Et donc, elle ne peut que perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'opposition a déjà, effectivement, disons, sa stratégie préparée. J'ai un socle qui est là, stable. L'opposition est divisée, donc je ne peux que gagner. Et même ceux qui critiquent, oh, mais est-ce qu'ils ont réussi à avoir une candidat unique? Ils disent toujours ça. Ils disent, oh, mais ils ne peuvent que perdre. Vous voyez? Donc, le pouvoir en place profite de ça pour dire, moi j'ai un socle, l'opposition est divisée, elle ne peut que perdre. Donc, premièrement, il faut éviter de lui donner ce prétexte-là, cet alibi-là. Oui, donc c'est ça. On Oui, ne mais va pas professeur, compter pardon de les... vous couper comme ça. Tout le monde sait que, bon, enfin, je peux oser comme ça. Après, on va me traiter de tout, mais même un fou devant Denis Sassou Nguesso, le fou va gagner. Tout le monde le sait. Donc, on n'a pas besoin d'une opposition unie pour gagner Denis Sassou Nguesso. Ça a été démontré à l'élection de mars 2016. Il y avait beaucoup de candidats. Mais je vais dire moi-même. Sassou Nguesso avait été battu, mais après, il a triché, il a truqué ses résultats. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que Sassou Nguesso n'a jamais gagné et ne gagnera jamais une élection. Il cherche des alibis. Donc, lui le sait mieux que vous et moi, disons, cher Christian. En fait, moi, je suis en train de dire pour l'opposition, c'est quoi? Je dis, j'espère que c'est une stratégie. Disons, eux-mêmes, ils savent que ça, c'est une farce. Parce que si lui également, il prend cette farce électorale comme effectivement, c'est-à-dire donc le despote, comme effectivement, disons, élément pour dire j'ai encore été élu, et puis lui-même, comme un gamin, va se dire j'ai gagné, ça n'embête pas de gagner une élection, je veux dire, sans enjeu. Mais je veux dire, ça peut également être l'occasion pour une opposition très stratège d'ourdir effectivement, je veux dire, un mécanisme pour en finir. Parce que c'est un rendez-vous. Oui, donc on prend rendez-vous, pas forcément, je vais dire, pour ce qui est officiellement annoncé, mais pour autre chose, c'est-à-dire donc profiter de ce rendez-vous. S'il n'y a pas ça, le reste, c'est vraiment se moquer de la population et de nos compatriotes. Voilà, cher Merci, Christian. professeur Félix Bakundampele, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, à moins que vous ayez une préoccupation. Donc, je ne vous ai pas posé la question. Bon, je n'irai pas très loin. Je dirais ceci, voilà, de par le monde, quand on observe, pas seulement l'Afrique, mais le monde, je répète bien, on se rend compte qu'il y a quand même une fébrilité mondiale. Il y a comme une situation nouvelle qui est en train d'apparaître. Et je dis ceci aux compatriotes, Avec ce vent je de la dis à ceux... génération Z, c'est ça, vous faites allusion à la Gen Par Z. exemple, par exemple, il y a des choses qui se passent dans les esprits. Quand on dit 1990, ce n'était pas au Congo, c'est ailleurs, c'était un environnement qui avait donné le OK. Oui, c'est un peu ça. Parce que la vie, c'est aussi cela, cher Christian. Il y a une ambiance, il y a un environnement qui le plus souvent impulse, qui le plus souvent donne des idées. Donc, je dis aux Congolais, en regardant ailleurs, et même M. Sassou Nguesso, qui a l'habitude de ces coups, se rend compte qu'il y a un petit élément nouveau, il y a une donnée nouvelle dont il n'a pas la maîtrise, qu'il ne peut pas contrôler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a choisi, disons, de lancer cette affaire, disons, de crime comme d'habitude. Voilà. Donc, je dis aux compatriotes, ce n'est pas par les élections que vous arriverez à effacer. Un despote, ça n'existe pas. Un despote, ça s'efface par la volonté d'en finir. La dernière fois, je vous ai rappelé la phrase de François Mitterrand, aucun dictateur ne s'en va s'il n'a pas effectivement, disons, en face un ennemi à la hauteur, disons, de ses ambitions. Si ce n'est pas cela, alors ça sert pas de donner à nous voir à M. Sassou Nguesso, qui est un despote, un criminel, effectivement, un autre gâteau sur le plateau pour dire, ben, écoutez, voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est à eux, c'est aux Congolais, de saisir l'occasion pour regarder ce qui se passe par le monde. Et puis, ben voilà, Madagascar l'a montré. Le On ne Népal. sait pas encore, mais nous allons en vivre d'autres là. J'en suis convaincu. Voilà. Merci, professeur Félix Bakundampele. Je rappelle que vous êtes diplômé des sciences po, enseignant-chercheur, juriste et politologue, consultant, constitutionnaliste. Ça a été un plaisir de vous avoir encore vu sur notre plateau. Merci du temps que vous avez consacré pour nous.
Merci, Christian Perrin. C'était un Je vous plaisir en prie. partagé. Après quelques mois, disons ensemble qu'on se retrouve. Merci, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.